appropriées pour gérer leur stress. Donc, c'est super intéressant d'aller travailler avec eux des stratégies efficaces. On en parlera un petit peu plus tard. Fait que ça répond un peu à la sphère élève. Pour ce qui est du service, dans le fond, bien, le milieu scolaire, c'est un milieu qui est pertinent à aller travailler la gestion des émotions parce que, en général, c'est un milieu de vécu partagé qu'on appellerait en psychoéducation. On passe 5 jours sur 7 avec nos élèves, 10 mois par année. Donc, c'est un milieu qui est riche en enseignement, mais qui peut aussi être riche en réinvestissement. Puis c'est beaucoup le réinvestissement qui va être payant. Donc, mettre en pratique les stratégies qui sont enseignées. Donc, je pense que c'est un bon milieu pour ça. Pour ce qui est de notre service en particulier, bien, on est un service qui est relativement jeune, je pourrais dire. Ça fait 5 ans que le service existe dans notre école. Fait qu'on est toujours à essayer de trouver des nouvelles façons ou des façons plus optimales de répondre aux besoins de l'élève. L'école, on est là pour apprendre aux élèves tout l'aspect apprentissage académique, mais tout le volet socialisation, habileté fonctionnelle aussi. Fait qu'on veut développer des stratégies, là, des interventions appropriées pour les soutenir dans leur développement. Voilà. Donc, le programme Déstress est à la base créé par Sonia Lupien du Centre d'études du stress humain pour les élèves non autistes dans les milieux scolaires. Il a été validé en 2013, puis il a démontré des preuves, surtout auprès des élèves qui rencontraient beaucoup de colère et des symptômes dépressifs. Donc, il a surtout aidé à diminuer le stress chez ses élèves. C'est quoi ce programme? C'est un programme basé sur les notions scientifiques issues de la psycho-neuro-endocrinologie. Donc, le programme encourage l'adolescent à se percevoir comme l'acteur principal de sa vie et lui suggère des moyens pour comprendre ses réactions et prendre le contrôle sur les situations qui le stressent. Donc, le programme encourage les ados à penser à des facteurs qui peuvent être perçus comme stressants pour eux-mêmes. Et c'est quoi ces facteurs créés chez eux comme réactions physiques et réactions cognitives aussi, émotionnelles. Reconnaître c'est quoi une réaction de stress et prendre des moyens pour diminuer ces réactions-là et suite à une exposition à un stress qu'eux perçoivent. Chacun des ateliers, il y a 5 ateliers, sont donnés par des animateurs qui sont formés par le Centre d'études du stress humain. Et donc, il y a 5 ateliers, chacun prévu d'une période de 50 minutes dans le programme original. Donc, le premier atelier aborde le concept du stress selon le modèle SPIN. SPIN, c'est l'acronyme des 4 ingrédients d'un facteur de stress. Donc, sens de contrôle faible, personnalité menacée, imprévisibilité et nouveauté. J'ai bien fait ça, Alex. L'atelier 2, c'est interprétation individuelle de l'événement. Puis là, on voit qu'est-ce qui nous stresse en fonction de chacun de ces ingrédients-là. Donc, on voit aussi qu'un même stresseur peut ne pas stresser 2 personnes et qu'il peut y avoir aussi des stresseurs communs. On vient un peu normaliser le fait de vivre du stress. L'atelier 3, c'est maintenant les signes physiques du stress, donc comment que mon corps réagit pour m'adapter, pour m'aider à m'adapter face à ma situation stressante. Puis c'est là qu'on aborde aussi les stratégies centrées sur les émotions. Le 4e atelier, c'est stratégies centrées sur le problème. On vient déconstruire la situation stressante en agissant sur les ingrédients qui sont actifs dans notre situation stressante à nous. Puis enfin, le 5e atelier aborde une autre stratégie qui est le soutien social, qui a été démontré comme étant la stratégie par excellence pour faire face à une situation stressante par de nombreuses études répliquées de nombreuses fois. Donc, l'atelier, c'est un atelier de groupe qui utilise un journal de bord où l'adolescent note sa situation stressante, puis applique les connaissances acquises, transmises dans les ateliers de groupe à l'intérieur du journal. Donc, suite aux 3 projets pilotes que j'ai menés avant de mener cette étude, il y a eu le constat que des adaptations allaient être apportées au programme original. Donc, le programme original, il est destiné à une classe dite régulière, là, où on peut retrouver à peu près 30 élèves des fois dans ces classes-là. Bien, nous, on a vu la pertinence que les groupes doivent être entre 8 et 12. Vraiment, 12, c'est le maximum pour stimuler la participation de chacun. La co-animation est très encouragée. Donc, au lieu d'avoir juste un animateur, il faudrait qu'il y en ait 2. Donc, un est formé et l'autre agit beaucoup sur la gestion de classe puis la stimulation de la participation. Nous avons synthétisé et épuré le journal de bord pour la rendre plus attrayant pour nos élèves.
Puis, on a créé des outils visuels comme un horaire qui est laissé à la vue des participants, puis imager certains concepts et épurer le PowerPoint qui était offert avec le programme original. Donc, ça, c'est les adaptations à la base avant même de débuter l'étude qui suit. Donc, l'étude qui suit, la méthodologie, à la base, l'étude Apprendre à déstresser cherche à évaluer les effets potentiels du programme Déstress et Progresse auprès d'un échantillon d'élèves autistes dans la province du Québec. Mais il y a aussi, donc ici, vous voyez le devis qui est pré-post-post. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, par exemple, c'est plus l'aspect interrelation avec le milieu de la pratique pour une implantation fidèle du programme. Donc, pour savoir c'est quoi les effets, les acteurs principaux, les ingrédients principaux du programme qui ont des effets. Donc, ce qu'il y a, c'est que on a mis en place un comité aviseur qui était constitué du personnel scolaire qui entourait les élèves. Puis, le premier, c'est pour savoir quels étaient les besoins. Puis, un second, une fois que les 5 ateliers étaient passés, pour connaître leurs impressions suivant l'implantation. Le comité aviseur, ça a vraiment été un beau milieu d'échange pour, qu'on dirait en intervention, mettre notre lunette TSA, essayer d'anticiper en fonction du contenu des ateliers, qu'est-ce qui va d'emblée faire du sens pour nos élèves, puis qu'est-ce qu'il faudrait le retravailler parce que ça risque d'être très abstrait pour les élèves. Par exemple, les concepts, là, les ingrédients dont Stéphanie parlait, aller les décortiquer en concept, par exemple, le sens du contrôle faible, on va aller le décortiquer pour qu'il fasse plus de sens pour les élèves. Ça, c'est quelque chose qu'on aborde dans le comité aviseur. C'est quelque chose qui a été pertinent pour ça. L'autre partie qui était pertinente dans les comités aviseurs, c'était la collaboration des différents acteurs qui gravitent autour de l'élève. Il y avait autant Stéphanie, bien sûr, qui participait, moi qui étais psychoéducatrice, enseignante, TES. On a même fait un partenariat avec la polyvalente de Charlesbourg qui a le même service qu'à la Courvilloise, finalement, puis qui participait également au projet de recherche. Donc, on a jumelé toutes ces expériences professionnelles-là pour maximiser les idées, avoir une vision clinique la plus complète possible pour répondre aux besoins des élèves. Puis, de manière cohérente avec la science de l'implémentation, on a offert aussi un accompagnement et une formation étroite offerte aux animatrices et animateurs. Donc, chacun des ateliers était repris individuellement avec les animateurs pour parler des adaptations proposées et faire vraiment, on refaisait un peu, pas un peu, mais vraiment, tout le plan de l'animation, le verbatim de l'animation, si où qu'on peut apporter des modifications en fonction des observations faites sur le champ auprès des élèves. C'est là aussi qu'on a vu pas à pas le PowerPoint adapté, puis les outils visuels. Donc, je rencontrais les animateurs 5 fois pour voir chacun des 5 ateliers. Puis en plus, pendant ces périodes de formation-là, on était capable de parler de leur expérience avec l'animation de l'atelier précédent, puis de faire un peu un feedback, puis un ajustement en fonction de l'expérience précédente. Stéphanie l'a bien dit, là, dans le fond, ces rencontres-là permettaient de nous ajuster en cours de route. Elles ont été très appréciées, mais on en parlera plus tard peut-être au niveau des résultats, là. Il y a aussi tout l'aspect qu'on pourrait aborder avec des exemples plus concrets, mais des choses qu'on anticipait dans nos comités aviseurs qui se passeraient peut-être, qui seraient plus difficiles à comprendre pour nos élèves. Finalement, ça se passait super bien. L'inverse était aussi vrai, quelque chose qu'on s'attendait à ce qui se passe super bien, une activité quelconque, on a besoin de s'y réajuster. Fait que ces rencontres-là permettaient vraiment ça, de s'ajuster en cours de route. Donc, notre échantillon pour l'étude qui suit, donc, le projet a été implanté de 2020 à 2023. Fait intéressant, j'ai obtenu ce fonds du FRQSC, relève professorale, en 2018, donc avant la pandémie. Il n'était aucunement question de vivre un stresseur chronique sociétal à ce moment-là, mais le hasard fait en sorte que le moment d'implanter le projet a eu lieu quand la pandémie a commencé. Donc, on a eu nous-mêmes à gérer notre stress par rapport à l'implantation du programme.
Puis, on a été capable d'offrir un programme de gestion de stress alors que c'est une période assez stressante pour la majorité. Il y a 19 groupes classes qui ont participé dans 8 écoles différentes de la province, regroupées dans 5 centres et services scolaires. Ça va de Québec jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, jusqu'à Boisbriand. En tout, il y a 8 éducateurs et éducatrices, psychologues ou psychoéducatrices qui sont formés, qui ont donné les ateliers dans 16 classes adaptées et 3 groupes constitués d'élèves en classe inclusive. Donc, c'était des élèves qu'ils retiraient pendant des périodes spécifiques pour juste se regrouper en classe, en groupe d'élèves ayant un TSA. Chacun des ateliers, on voulait évaluer la fidélité d'implantation. Il y a eu 6, à cause de la pandémie, il y a eu à peu près 6,25% des ateliers qui ont eu lieu en ligne parce que, bon, ben, malheureusement, life must go on, même si on est en pandémie, puis on a implanté le projet en ligne. Donc, il y a une proportion minime des ateliers qui sont faits en ligne. Concernant la fidélité d'implantation, nous sommes 3 évaluatrices dans l'équipe de recherche qui a procédé à l'observation systématique selon une grille. La grille reprenait le plan détaillé offert aux animateurs, puis était évaluée sur une échelle à 10 points, les 4 principes pour évaluer la fidélité de l'implantation. Donc, le but, nous, c'est de savoir dans quelle mesure le programme a été implanté tel que planifié à l'origine, puis qu'est-ce qui peut affecter cette implantation-là. Donc, en gros, on a évalué l'adhésion. Est-ce que tout a été fait tel que prescrit? Le dosage, ça, c'est le respect du temps alloué. Est-ce que le temps réel était suffisant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été abordées de manière plus longue qu'anticipée? Donc, le dosage a un impact sur l'adhésion. La participation des élèves aussi a été évaluée. À quel point les élèves étaient engagés dans l'atelier? Est-ce que le programme stimule l'intérêt et retient l'attention des élèves? Puis enfin, la qualité. Donc, la manière dont les différentes composantes du programme ont été animées. Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme, appropriation du contenu, possession de ses moyens, flexibilité? Est-ce que l'enseignant ou l'éducateur spécialisé était engagé dans sa tâche de co-animation? Donc, les 3 derniers points ont un impact sur l'adhésion qui, elle, a un impact sur la fidélité d'implantation. Donc, il y a eu des ateliers qui ont été évalués en présence et en bande audio-vidéo en fonction de la distance que nous avions à parcourir pour faire la fidélité d'implantation, la disponibilité des membres de l'équipe et puis le souhait de l'école d'avoir quelqu'un en classe ou pas. Un peu de la manière que la présentation de Mme Chrétien-Vincent, là, que des fois, il y a certains professeurs qui préféraient ne pas avoir une personne additionnelle dans la classe ou qui préféraient ne pas se faire filmer. Donc, ce qui donne qu'on a 85% de tous les 95 ateliers pour qui on a une fidélité d'implantation. Aujourd'hui, on présente les résultats préliminaires pour 42% de ces ateliers-là. Donc, les résultats préliminaires, en fonction des 4 indices de fidélité d'implantation, nous avons un score assez respectable. L'adhésion, c'est celui qui obtient le score le plus élevé. Donc, 8,55 sur 10. Ce qu'on a observé, ce qu'on a noté, c'est que il y avait une révision qui était plus fréquente que planifiée. Donc, c'était là l'écart le plus significatif avec ce qui était prévu dans le plan. Et ce qu'on constate aussi, c'est que plus qu'on avance dans l'étude, plus que l'adhésion est grande. Puis on en discutera plus tantôt. Ce qu'on voit aussi, c'est que la durée était très variable. Donc, une cote d'adhésion de 7,83 sur une échelle de 10 points. On rappelle que la durée était prévue de 50 minutes, puis elle durait entre 40 et 70 minutes. Puis ça variait en fonction de la taille du groupe, de la participation des élèves et le niveau de compréhension. Donc, des fois, il fallait élaborer davantage sur certains points. Et puis, des fois, certaines animatrices allaient sonder la compréhension de chacun des élèves, donc ce qui demande beaucoup plus de temps lors de l'animation pour faire un exemple propre à chacun des 5 à
12 élèves dans la classe. La participation des élèves était très bonne, donc une cote de 8,28 sur 10. Puis, ce qu'on voit, c'est que plus qu'on progresse dans les 5 ateliers, plus que la participation est élevée. On voit que comme une cohésion dans le groupe qui permettent des échanges plus élaborés entre chacun des élèves. On voyait, c'était le fun, fun. On voyait des fois des élèves qui disaient « Ah, moi aussi, je vis ce stresseur-là. » Puis là, ça part, puis ça se met à parler de ce qu'ils vivent, puis qu'est-ce qu'ils font pour s'adaptation. Donc, c'est vraiment, en ayant l'occasion d'être présente lors des ateliers, c'était très touchant de voir les liens créés entre les élèves. Et l'exercice de sketch à l'atelier 2, c'était celle qui a suscité la plus forte participation. Enfin, le dernier point, la qualité. Donc, on rappelle, c'est la maîtrise du contenu puis l'enthousiasme des animatrices et des animateurs. Donc, elle aussi, il y a une très forte cote de 8,34 sur 10. Puis, on voit qu'ils sont très engagés dans l'animation. Puis, cette cote-là était plus forte lorsque l'enseignant ou l'éducateur spécialisé de la classe était présent et engagé. Au niveau de la discussion, ce qu'on peut réfléchir par rapport à la fluidité d'implantation, c'est que elle est somme toute élevée, assez respectable, allant de 78 à 85 Puis le concept, c'est le concept d'adhésion qui a eu le plus fort taux. Puis, comme je disais tantôt, plus qu'on avançait dans l'étude, plus que ce taux d'adhésion augmentait. Au départ, il était de 71 si ma mémoire est bonne, puis plus qu'on avançait, elle a monté jusqu'à 85. Ça, ce qui nous porte à croire que les adaptations qu'on a apportées au programme au fur et à mesure, grâce justement au comité aviseur et aux échanges avec le milieu scolaire, nous a vraiment permis d'apporter des adaptations qui sont pertinentes et puis qui encouragent l'adhésion des animateurs au plan le plus fidèlement possible. Donc, ce qui nous porte à croire que c'est important quand on implante un programme en milieu de pratique puis qu'on l'étudie en milieu de la pratique, de quand même demeurer flexible dans cette implantation-là pour qu'il demeure signifiant pour le milieu de la pratique. Puis ça, c'est ce milieu, ce point d'équilibre-là entre la recherche et la pratique, c'est possible. Ça a été possible dans notre cas, en fait, grâce à 3 attitudes, si on veut. Donc, la tolérance des ajustements apportés au plan en fonction des besoins et des caractéristiques des élèves. Puis des fois, il y a des ajustements qui ont été faits sur le champ par l'animateur. Puis des fois, ça a été rétrospectivement lors de nos formations pour s'ajuster en fonction de l'expérience précédente. L'autre point, c'est de la souplesse. Donc, la souplesse dans l'animation d'une à l'autre des ateliers à l'intérieur même de l'école. Il y a eu des animateurs et des animatrices qui ont donné à l'intérieur de leur école là, à 8 classes différentes dans le cadre de l'étude. Donc, on voyait sa capacité à être flexible, elle aussi, être souple dans l'animation en fonction des caractéristiques de chacune des classes. Donc, ça, c'était très, très intéressant. Puis enfin, notre capacité d'être flexible aux conditions locales. Donc, ça, c'est très, très important en lien avec les formations qu'on a données aux animateurs et aux animatrices, puis aux outils visuels qu'on a rendus plus attrayants grâce au feedback et à la collaboration du milieu de la pratique. Donc, pour ce qui est des conditions gagnantes dans l'implantation, Stéphanie, elle a vraiment fait une belle introduction. Je pense que la souplesse et l'adaptation aux conditions locales a été importante, puis ça a vraiment joué dans l'adhésion, en tout cas dans la mienne, dans mon animation. Les conditions qui ont été gagnantes, c'est lié directement là, à l'évaluation des besoins avant les ateliers, donc la partie des comités aviseurs. Pour donner des exemples concrets, là, je disais tout à l'heure le sens du contrôle faible, c'est d'aller décortiquer qu'est-ce que ça veut dire pour les élèves. C'est de manquer de contrôle, c'est de manquer de pouvoir, c'est d'avoir l'impression qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on est impuissant.
Ça a amené les élèves à le comprendre rapidement puis à le mettre en pratique rapidement dans des situations vécues. La collaboration des différents acteurs, c'est simple, là, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ça a amené une vision plus globale ou plus complète finalement des besoins des élèves pour y répondre. L'évaluation post-animation puis les ajustements en cours de route, ça nous a permis des choses comme par exemple, on a ajouté en cours de route le schéma corporel pour aller imager à l'élève où est-ce que ça se passe, le stress dans le corps, où est-ce que tu es censé le sentir quand tu vis du stress, c'est où dans ton corps que tu es censé le reconnaître. Donc ça a été aidant. On a ajouté aussi en cours de route une ligne du temps. Donc, pour aller imaginer que les stratégies qui sont centrées sur l'émotion, ils agissent dans l'ici et maintenant à court terme, mais si tu revis une situation stressante semblable, ça va te causer les mêmes symptômes parce que tu n'as pas agi sur le problème versus les stratégies axées sur le problème, eux autres agissent davantage à long terme parce que tu t'en vas modifier ta façon de voir les choses, tu as des stratégies pour le gérer différemment la prochaine fois. C'est quelque chose qu'on a ajouté en cours de route, là, puis la souplesse de la recherche a permis ça. Il y a aussi la co-animation qui a été une condition gagnante pour tout le réinvestissement. Le fait qu'il y ait un enseignant ou un TES qui assiste autant à la préparation des ateliers, mais aux ateliers aussi, ça l'a permis qu'il s'approprie le contenu puis qu'il puisse le réutiliser au quotidien. C'est ce qui est le plus payant, hein, comme je disais tout à l'heure. On a bien beau enseigner tout plein de choses aux élèves, que ce soit académique ou au niveau fonctionnel. L'important, c'est de le réinvestir, le mettre en pratique pour que ça ait un sens et que l'élève devienne autonome dans son utilisation. Voilà. Puis, une autre condition gagnante que j'ajouterais, là, c'est l'adhésion de l'équipe école à la recherche et au programme. Donc, si l'équipe école manifestait tous le besoin d'avoir des outils pour accompagner les jeunes dans leur gestion de stress, ils étaient beaucoup plus prompts à être présents lors des ateliers, puis à participer aussi à la recherche parce que les enseignants devaient aussi compléter des questionnaires dans le cadre de l'étude des effets potentiels. Puis, lorsque les intervenants comprenaient la rigueur exigée pour implanter un programme dans le cadre d'un projet de recherche, il y avait vraiment une collaboration qui était nettement plus fluide puis serrée entre les deux milieux. Je poursuis avec les adaptations au programme suite, là, finalement, au projet de recherche. Dans le fond, on a réalisé qu'il y a certaines stratégies comme celle centrée sur le problème qui étaient vraiment, vraiment pertinentes pour nos élèves. Je pense que c'est pertinent pour un neurotypique aussi, là, mais les élèves ayant un TSA, ce qui fait du sens pour eux, c'est tout ce qui est concret, logique. Quand on prend chacun des ingrédients du stress, qu'on s'en va les déconstruire, qu'on trouve des solutions pour chaque ingrédient, c'est logique. Hein, la prochaine fois, il est capable de réutiliser le même processus. Le plan B, la même chose. C'est une autre stratégie qui leur est enseignée, qui est centrée sur le problème. Donc, la prochaine fois que je vis la même situation, j'ai des plans. J'ai comme des plans de secours pour m'aider. C'est plus prévisible. Puis la prévisibilité, c'est important pour nos élèves. On s'est rendu compte que de peut-être prendre plus de temps à décortiquer puis à pratiquer ces stratégies-là dans les ateliers, c'est important puis c'est pertinent parce que c'est ça qui fait du sens pour les élèves. Il y a aussi, au niveau de l'implication du co-animateur, c'est peut-être plus propre à notre milieu, mais nous, ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'on implique notre enseignant dans la préparation des ateliers. Stéphanie nous l'avait conseillé, fait que le travail avait été fait de son côté, mais peut-être que de notre côté, on avait moins bien compris l'importance. Puis finalement, ça a eu beaucoup de sens dans les ateliers quand on voyait que les élèves avaient peut-être moins d'idées de situations stressantes à rapporter pour qu'on les travaille en groupe. L'enseignant, quand il savait le contenu des ateliers, il pouvait vraiment aller donner des exemples concrets qui se passent à l'école pour tous les élèves. Ça, c'était aidant. Fait que l'impliquer vraiment, vraiment, comme disait Stéphanie tout à l'heure, la co-animation, c'est vraiment un aspect qui est gagnant et qui mérite de porter attention à ça et que ce soit vraiment mis en place dès le début. Finalement, l'interrelation recherche-pratique, ça s'est fait un peu naturellement entre Stéphanie et moi suite au projet de recherche. Cette année, j'ai animé dans une nouvelle classe l'atelier à un groupe tout à fait différent. Puis j'ai recontacté Stéphanie pour dire « Hey, dans ce nouveau groupe-là, il s'est passé telle chose. Ça serait intéressant de l'ajuster. » Ou ça a super bien fonctionné, ce qu'on avait déjà ajusté. Puis cette interrelation-là à long terme est importante. Je pense qu'elle est pertinente autant pour la recherche que pour le milieu comme tel. Fait que c'est un conseil, clairement, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on a vécu de positif que je pense qui est pertinent à reconduire là, dans le futur. Ici, vous avez un exemple des outils qu'on a créés et ajustés au fur et à mesure de la collaboration avec le milieu de la pratique. Donc, pour conclure rapidement,
Les limites de l'étude, comme je mentionnais, il y aura juste une proportion, donc 35% des ateliers qui ont été filmés. Donc, c'est juste cette proportion-là qui nous permettra d'avoir une fluidité interjuge entre les 3 évaluatrices. La suite qui nous reste à faire, donc, il y a encore des ateliers qui sont en implantation actuellement. Donc, on continue à récolter des données. On a aussi interviewé les jeunes pour connaître leur satisfaction. Donc, ça va être intéressant de savoir leur point de vue par rapport à chacun des concepts de l'atelier, qu'est-ce qu'il y en est, puis peut-être qu'il y aura d'autres ajustements à apporter en fonction de leur point de vue. Et puis, on va procéder avec l'évaluation des effets. Le tout dans le but de produire un manuel d'animation qui se veut clair, congruent, avec les besoins et flexible. Alors, ça conclut notre présentation. Si jamais vous avez des questions, on vous invite à aller consulter le site Internet de notre groupe de recherche et le site Internet de Sonia Lupien du programme original. Donc, le sien, c'est stresshumain.ca et le nôtre, c'est grada.org. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Fecteau et Mme Bernard-Rubin, pour cette très belle présentation. Alors, ce projet est un autre bel exemple de l'utilisation de l'approche collaborative impliquant les intervenants du milieu et de la recherche. Puis, ça a permis d'ajuster l'animation du programme aux besoins et aux spécificités de l'élève autiste. Donc, étant donné que vous avez débordé un peu du temps, c'est correct, la présentation était très belle. Donc, on vous invite pour les participants à envoyer vos questions pour Mme Fecteau et Bernard Rubin en utilisant le menu discuter en bas de votre écran et poser votre question à l'icône question présentatrice. Et nous, on va charger de transmettre vos questions aux présentatrices. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Stéphanie pour que tu puisses prendre la suite pour l'animation. Parfait. Donc, il n'y a pas de questions? C'est ça, vous... On enchaîne tout de suite? Oui, parfait. Donc, merci. Donc, notre prochaine conférence s'adresse au développement de partenariats intersectoriels. Elle est présentée par Mme Audrey-Jeanne Baudouin et Mme Marie-Hélène Gervais. Mme Baudouin est chercheure en établissement à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrie. Marie-Hélène Gervais est coordonnatrice de recherche au CR, Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke. Le titre de leur conférence est « Croiser les savoirs expérientiels, professionnels et académiques pour développer, documenter un partenariat intersectoriel soutenant la scolarisation des élèves autistes ». Leur présentation sera de durée de 25 minutes et la période de questions suivra de 5 minutes. Mesdames, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la présentation à l'écran? Oui, merci Stéphanie. Donc, bonjour. Je vais présenter aujourd'hui avec Marie-Hélène, comme on vient juste de le dire. Donc, un projet qui est encore en cours. Donc, on va vous présenter finalement les résultats d'une première phase. Donc, il faut juste que je réussisse à changer mes diapositives, ça va bien aller. Donc, pour la présentation, on a divisé en 4 grandes sections. Une mise en contexte assez rapide d'où vient le projet de soutien à la scolarisation des élèves autistes, les objectifs et les méthodes de recherche. Ensuite, Marie-Hélène va pouvoir vous présenter le crunchy, donc les résultats préliminaires de la première phase du projet de recherche. Puis ensuite, on va aussi pouvoir vous donner un aperçu de la suite, donc les deuxième et troisième phases, où qu'on en est, puis qu'est-ce qui